Bonjour à tous et bonjour Salut Fred. Fred. Nous allons donc parler de ce super week-end de Coupe Davis. Oui, on avait dit qu'on se revoyait après la victoire. Ben voilà, on se revoit après la victoire. Un week-end vraiment incroyable, hein. On va Oui, parler match par match, mais dans l'ensemble. Au niveau de l'ambiance, le public était en feu, oui. vraiment. Et c'est l'équipe belge qui les a mis dans cet état-là, évidemment. Donc on va commencer déjà par parler du premier match. Oui. Entre David Goffin et la surprise de Lleyton Hewitt, hein. Oui, on ne s'attendait pas à ce que Milman joue le simple. Et je pense qu'il a fait un bon choix parce qu'il a beaucoup embêté David. L'Australien a fait un très bon match, très solide de fond de cours. Un joueur qu'on connaissait parce qu'il joue bien sur dur, mais il m'a étonné sur la terre. Oui, donc je pense effectivement que Lleyton Hewitt avait laissé un petit peu traîner ses oreilles du côté des conférences de presse. Il savait que David était un petit peu fatigué, enfin blessé. Bon, Lleyton Hewitt il s'y connaît en blessure, Oui. il sait ce que c'est. Il devait savoir que David ne serait pas à 100% le vendredi, qu'il fallait jouer, qu'il fallait mettre contre lui un bosseur, un lutteur, un gars qui allait le fatiguer. Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment effectivement un choix bien vu. Mais David a joué avec son cœur. Il a joué avec le cœur plus Ouais. qu'avec la qualité qu'on lui connaît habituellement, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, notamment des coups droits parfois faciles, longue ligne, qu'il a raté. Il faut reconnaître que ça nous a quand même un peu inquiété la façon dont il s'en est sorti, parce que il gagne ce match au forceps, et contre un joueur qui est normalement largement à sa portée, c'était pas très rassurant pour débuter le week-end. Et dès ce moment-là, on savait déjà que jouer les 3 matchs, ça allait être très compliqué avec ce physique un petit peu diminué. Oui, tout à fait. Là, après le simple, c'était clair que David n'entrait pas en ligne de compte pour le double. Derrière, on se pensait que pour le double, ce serait plutôt Ruben et Steve. Oui. Steve à 100%, il l'avait dit en conférence de presse. Nous, on avait parlé pendant l'US Open qu'il n'était sans doute pas encore à 100%. Conférence de presse, il avait l'air de dire que non, à l'US Open, il était à 100% physiquement. Donc c'était sans doute juste un jour sans. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, et ici, pour ce week-end de Coupe Davis, comme à son habitude, il était super préparé. Il était à 110%. Il se transcende vraiment en Coupe Davis, parce qu'il avait un match évidemment très difficile contre Kyrgios, un Kyrgios qui a servi de manière extraordinaire, aussi bien en première qu'en deuxième. On a eu un petit peu peur aussi au premier set parce que Steve n'a pas pris un seul 15 sur le service de l'Australien. Mais sur ses mises en jeu, une fois qu'il arrivait à être dans l'échange, mais on sentait qu'il était peut-être même légèrement supérieur à l'Australien. Il a vraiment donné une leçon en revers coupé. Oui, C'était tout à fait. vraiment Oui. incroyable. La qualité de son revers coupé, c'est sans doute un des meilleurs du circuit, hein. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui sur le circuit capable de... Oui, parce qu'il arrive à le garder très bas, il est fusant, c'est vraiment pas un chop, c'est vraiment un slice avec lequel il peut tout faire. Il peut le jouer court, il peut le jouer long, il peut le croiser, et de temps en temps, en plus, son revers, il peut le frapper longue ligne et changer le rythme. C'est vraiment une arme extraordinaire. Et il le varie énormément, tu dis effectivement croisé, tout ça. Parfois il donne une balle cotonneuse, parfois une balle très fusante. C'est vraiment un poison ce revers. Bon, il a fait donc, il est revenu. Deuxième set, un Kyrgios un petit peu, peut-être un petit peu trop sûr de lui. Oui, et rapidement Steve donné son service. s'est engouffré dans la petite brèche qu'il y a eu directement, et il a ensuite tenu son service vraiment avec les tripes, en se battant sur chaque point. Là, rien à dire, le deuxième set est amplement mérité pour Steve. Et le troisième set, il accroche son service jusqu'au tie-break. Kyrgios a gagné ses services, il faut le dire, quand même beaucoup plus facilement que lui. Et il a réussi le petit hold-up dans le tie-break. Un hold-up, c'est vrai, si on compte au nombre de points, je n'ai pas regardé, mais je suis certain que Kyrgios a largement gagné au nombre de points. Mais dans la manière, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait mérité parce qu'il s'est battu comme un diable. Ce troisième set était vraiment magnifique. Oui, et le tie-break, il l'a bien commencé et il a été très solide dans ce tie-break. Donc effectivement, au niveau de la manière, il le mérite. Dans l'échange, je le dis, je pense qu'il était légèrement supérieur à l'Australien, même si l'Australien a un énorme coup droit aussi, que Steve n'a pas cette arme qui tue non plus. Il doit travailler tous ses points, mais il le fait vraiment avec le cœur. De temps en temps, il distille une superbe amortie à contre-pied. Donc c'était mérité dans la manière, effectivement. Puis malheureusement, petit relâchement. Le break d'entrée dans le quatrième set qui relance l'Australien.
Donc le quatrième set, une fois qu'il y a eu double break, Steve a eu raison de le balancer, de balancer la fin de set. Et malheureusement, il se fait breaker rapidement dans la cinquième manche aussi. Il y a quand même une toute petite chance en début de cinquième manche. Oui, il a une balle de break tout premier jeu, avec un petit peu de chance pour Kyrgios. Oui, il y a une balle qui prend le filet et qui termine du bon côté pour lui. Oui, c'est comme ça. Sur l'ensemble du match, Steve a fait aussi beaucoup de lignes, donc ça s'équilibre. Malheureusement, c'est sur un point important que ça s'équilibre, ça c'est toujours malheureux. Derrière, du coup, du fait des 3h30 lui aussi passé sur le court, ça devenait très compliqué de l'aligner en double. Oui, sachant qu'il avait encore, on l'espérait à ce moment-là, un cinquième match décisif, parce qu'à partir du moment où il ne jouait pas le double, même en le jouant, on avait peu de chance dans le double, donc à partir du moment où il ne jouait pas le double, on était quasiment sacrifié. C'est un peu cruel de dire ça, mais ce double était sacrifié pour permettre aux 2 jours de simple de se reposer. C'est donc le choix de Johan Van Erck, effectivement, comme tu dis, double sacrifié, comme on le dit en interclub très souvent. J'aime pas ce terme. C'est un terme cruel pour Arthur, parce qu'il fait une croix sur son tournoi Challenger, il se bat lui pour avoir un classement pour entrer à l'Australian Open. On le fait jouer dans une discipline qui n'est pas la sienne, il joue très rarement en double. Mais il l'a fait, et je pense pour le bien de l'équipe, et franchement, chapeau à lui aussi, parce qu'il a joué ce double oui, il manquait de repères en double, mais il l'a joué avec le cœur aussi, il a fait tout ce qu'il pouvait, il n'a jamais tiré la tête, donc chapeau à Arthur aussi, il fait partie de l'équipe de manière intégrante. Oui, un manque d'automatisme évidemment avec Ruben aussi, donc clairement ce match, il n'y en a pas eu de match. Il n'y en a pas eu, non, break d'entrée ou presque d'entrée dans chaque set, et donc les Australiens étaient là une place au-dessus. Arrivé le dimanche, ce dimanche haletant, avec en premier match David Goffin contre Kyrgios, l'affiche du week-end. Et sans doute David légèrement favori s'il était à 100%. Mais on avait vu vendredi que c'était pas évident. Il y a un début de match qui nous laisse penser que ça va être très dur, puisque David sauve 7 balles de break, je pense, sur ses 2 premiers jeux de service. On se dit, s'il a autant de mal à garder ses services alors que l'Australien était sur sa lancée du vendredi à empiler les aises et les services gagnants, ça ne laissait pas présager du meilleur. Mais petit à petit, David s'est mis dans l'échange, a commencé à retourner aussi le service de l'Australien. Et là, on s'est dit, il commence à y avoir un match. On va en parler un tout petit peu de Nick Kyrgios. Moi, ce week-end-là, il m'a plu finalement, cet Australien atypique. Il a un jeu extraordinaire. Pour moi, c'est d'ici 2-3 ans, la première place se jouera entre Zverev et Kyrgios. Ça va être les deux leaders du circuit dans 2-3 ans, lorsque les Federer et Nadal auront enfin raccroché la raquette. Ce sera vraiment deux top joueurs. Mais je suis d'accord avec toi au niveau du jeu, mais également au niveau de la mentalité. Parce que j'en avais une image assez négative, parce que parfois on le voit balancer sur le circuit des matchs. Mais là, ici, il s'est battu pour son équipe, et surtout, il a été extraordinairement fair-play. Il ne s'est jamais démonté face au public, qui pourtant l'a bien chambré, et l'a parfois sifflé alors qu'il demandait simplement de vérifier une marque, ce qui est tout à fait son droit. Il a applaudi les beaux points de Steve, de David. Il a vraiment montré une belle mentalité sur ce week-end. Bon, c'est vrai que je n'aime pas trop qu'on siffle les joueurs en général, c'est la Coupe Davis. Bon, il y a pire comme attitude. Le public a été oui, c'est pas le Paraguay des années 80, évidemment, ni le Brésil des années 80 d'ailleurs. Mais... Il était un peu chambré, mais ça restait gentil. Il est resté calme justement face au public. Ça aurait pu être pire effectivement s'il était rentré dans le jeu du public et qu'il avait commencé à râler. Mais non, ce week-end dans l'ensemble, c'est bien passé. Effectivement, il a parfois des attitudes hautaines, mais c'est vraiment un combattant aussi. Et non, il fait plaisir à voir. Et puis son jeu, c'est juste incroyable. Il n'y a pas que son service. Oui, il a un coup droit, et son revers n'est pas fait non plus. Évidemment, à côté de son coup droit, il y a moins de puissance, mais il peut être très très régulier. Moins souvent, en revers. En coup droit, c'est quasiment chaque frappe, même à 3 mètres du fond du court, c'est une attaque. En revers, il patiente parfois un petit peu plus, c'est peut-être un petit défaut qu'il a encore, peut-être qu'il pourra encore améliorer. Et il a fallu David Goffin qui est monté en puissance pendant ce match. Il a accroché le tie-break au premier set, il a eu l'avantage au tie-break et il le perd
finalement 7-5 sur un des deuxième balle à 205 km/h, quelque chose qui est assez hallucinant. Oui. Là c'était un petit peu dommage, mais dès l'entame du deuxième set, il est parti, et puis pendant 3 sets il a été mais vraiment hallucinant. Notamment en retour, parce qu'on le sait, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos, le retour de David Goffin, c'est un des tout meilleurs du circuit actuellement et même de tous les temps. Il a été incroyable sur un des plus grands services du circuit également, incroyable en retour, et c'est ça qui a fait craquer l'Australien, qui a perdu une fois son service, donc dans le troisième et même 2 fois dans le quatrième. Ça ne doit pas lui arriver si souvent que ça quand il est à ce niveau-là, parce que franchement il n'a rien lâché, hein. À aucun moment du match il a vraiment affaibli. Mais il a un petit peu craqué sur son service parce que David lui mettait la pression. Oui, d'ailleurs il a même essayé de varier à un moment, il a arrêté de servir à plus de 200 à chaque fois, il a parfois tenté des services kickés, des services pour vraiment déporter David. Et il a tenté 1 ou 2 services volés et il s'est pris des retours incroyables à chaque fois. Donc oui, ça devait être très frustrant pour lui parce que son arme principale ne fonctionnait pas. Il ne doit pas avoir l'habitude de voir son service retourner aussi souvent. Mais autre point où David a vraiment énormément fait de progrès, c'est son service à lui. Ah oui, lui-même a fait... je ne l'ai jamais vu passer autant de premières balles, une vingtaine d'aces, effectivement. Ben, ça aide quand on sait que dans l'échange il est très fort et qu'en plus il se permet de prendre 20 points gratuits, sans compter le service gagnant, ben alors ça devient un joueur du top 5. Et donc David, on peut dire que Murray, en tout cas, lui, il peut être fier d'avoir été un des rares à l'avoir battu en Coupe Davis, parce que maintenant ça lui fait 19 victoires sur 22 matchs. En dehors de cette défaite en finale il y a 2 ans. Une défaite contre Troïki qui avait laissé des traces mentalement, parce qu'il avait le match en main, mais ça c'est de l'histoire vraiment ancienne maintenant. Et puis également l'année suivante contre Golubev, 12-10 au 5e set, un truc comme ça, enfin 2 matchs en 5-7, et ça remonte à début 2014, donc vraiment pour battre David maintenant en Coupe Davis, il faut être un des top joueurs. David, qu'on a d'ailleurs vu aussi beaucoup plus proche du public qu'il n'était habituellement. Hein. Vraiment, il a joué avec ce public et il a été porté par ce public. Et lui-même a demandé à la fin du match sur le court que le public soit à fond derrière Steve. Bon, il n'avait pas besoin de le demander, je pense que de toute façon ça serait arrivé. Et Steve, il a fait le match qu'il devait faire en 5e match. Tout à fait, il a pris à la gorge dès le premier jeu son adversaire, donc l'Australien Thompson. Oui, finalement, qui a été préféré à Millman. Oui. Ce qui était sans doute un bon choix de Hewitt aussi. Il espérait qu'avec ses services très liftés, il gêne Steve en retour. Ça n'a pas trop marché, heureusement. Steve a fait un match super sérieux. Je pense qu'il a dominé son adversaire le premier set assez largement. Deuxième set, malheureusement, petite pointe de déconcentration alors qu'il avait fait le break, on pensait qu'on allait dérouler vers 3 sets très facile et finalement le deuxième set a été un set clé quand même de cette rencontre. Thompson qui revient à égalité, qui prend même l'avantage. Oui, qui mène 3-2 sur son service, qui a balle de break pour faire 4-2, il ne le fait pas. 2 balles de break même, à chaque fois Steve sort un gros service. Tout à fait. La clé du match, c'est ces 2 points-là qui auraient pu permettre à Thompson de relancer la partie. Et, Steve les a magnifiquement négocié. Et fin de set, Thompson s'offre même 2 balles de set, que Steve sauve également avec une fois. Je pense que c'est 2 services également. C'est à ce moment-là, effectivement, c'est plutôt à ce moment-là que je voulais dire que Steve vraiment sauve le match et le jeu suivant. Il fait le break et conclut à 7-5. Et le 3e set, il a été relativement facilement plié. Donc, 2-7-0, je pense qu'on ne pouvait plus revenir sur un Steve dans un 5e match de Coupe Davis. Il y en a peu qui feront 2-7-0 contre lui. Un échange clé également au milieu de ce 2e set. Il tourne sur les réseaux sociaux, vous le trouverez. Oui, un énorme échange. 49 frappes conclues par un coup droit croisé court, mais vraiment des frappes incroyables jusque-là. Comme j'avais dit tout à l'heure, des revers chopés, tendus qui passent à ça du filet. Vraiment un échange génial. Et qui confirme ce qu'on dit depuis 3 ans maintenant, c'est que Steve physiquement est vraiment au point. À 33 ans, il donne des leçons à des petits jeunes à ce niveau-là.
Oui, parce que c'était pas évident pour lui non plus d'être à 100% pour ce dernier match. Il avait déjà fait un match en 5-7, voilà. lui, alors que l'Australien avait fait finalement un petit match d'échauffement d'un peu plus d'une heure et demie en double, juste de quoi se mettre dans le rythme. Donc effectivement, les jambes de Steve, début de match, devaient quand même tirer un petit peu. Et malgré ça, il a commencé à 100 à l'heure. Voilà, donc c'est ce qui conclut ce super week-end. Enfin, pour les joueurs, je crois que la journée ne s'est pas conclue là. Hein. Non, je pense que le tournoi de Metz va être difficile. Je ne sais pas si David va finalement le jouer, mais... Bon, il disait qu'il prévoyait de le jouer. Enfin, il est pas du premier tour. Voilà, il jouerait du coup sans doute pas avant jeudi. Il aura de quoi se remettre un petit peu. De la Guindaille certainement. Pour son genou, ça c'est une autre affaire, mais il regardera certainement ça avec son kiné, son médecin et tout ça. Match incroyable et maintenant à la finale. En France. En France. Un beau derby. Quelque part, c'est sympa de jouer contre la France, même si tennistiquement, ça aurait été mieux que la Serbie fasse une surprise et joue avec une équipe aussi déforcée qu'elle n'en était en France. Mais bon, ce sera jouable. Si ce n'est que gros désavantage, on va tomber de nouveau sur un double peut-être encore plus fort que l'Australien. Oui, avec sans doute pas de retour de Joris, qui s'est très sérieusement blessé. Peu de chances de le revoir, en tout cas à son top niveau d'ici 2 mois. Oui, effectivement, c'est dommage. Oui. Mais nul doute que Johan va trouver encore quelque chose dans son sac à malice, il va nous sortir encore quelque chose d'extraordinaire. Il va motiver les troupes. Et c'est certain qu'on y va, on ne sera peut-être pas favori, mais on aura une belle chance de gagner. Et s'il y a un trou de souris pour passer, on passera par le trou de souris. La surface, bon, je ne pense pas que ce sera la terre battue. Je ne crois pas non plus, ils vont avoir peur de David, donc je crois que les joueurs français sont aussi assez bons sur plusieurs surfaces. Je pense que ça va être quand même un peu plus rapide pour avantager notamment le service de Tsonga, qui est très bon sur dur. Donc je verrai un dur assez rapide. Mais bon, peu importe finalement, c'est aussi ce que Johan Van Erck disait. Nos joueurs sont toutes surfaces aussi. Steve sur une surface rapide, son slice va être très très gênant aussi, donc on verra bien ce qui sera choisi comme surface. Je voulais encore dire un tout petit mot, parce que très peu de médias vont en parler, mais un grand coup de chapeau à Alison Van Uytvanck. Oui, qui remporte son premier vrai tournoi à WTA à Québec, ce qui va lui faire énormément de bien pour son classement, pour son mental, parce qu'elle était un petit peu dans le creux peut-être après sa performance à l'US Open. Elle a eu beaucoup de mal d'ailleurs les 2 premiers tours, et puis elle est montée en puissance, et là, j'ai vu sa demi-finale, elle a joué vraiment de manière très très solide. C'est la Alison qu'on avait vue quand elle était arrivée en quart à Roland Garros, osant les amortir à contre-temps, osant monter quand il faut, très à l'aise dans tous les coups. Donc j'espère que le déclic est là et qu'elle va faire une fin de saison au bout de canon. Oui, on avait dit que c'était la grosse déception à l'US Open et que ça remettait en cause sa fin de saison, puisque même son ticket pour l'Open d'Australie n'était pas assuré. Maintenant, c'est clair, ça l'est. Donc elle va pouvoir se relâcher en plus. Espérons qu'elle va confirmer ça dans les semaines qui viennent. Donc prochainement, il y aura un carnet de notes et puis on sera déjà à la finale de Coupe Davis. Très rapidement. Oui. Salut. Au revoir.